Jean-Paul Bailly, depuis que vous êtes à la tête de la Poste a connu des mutations considérables. Elle a changé de statut, il y a eu la création de la banque postale. Le courrier a été violemment impacté par la révolution numérique. Donc, dans ce maelstrom de changement, est-ce qu'il est encore possible d'avoir une politique, on dira, de développement durable ? Et comment vous pratiquez la RSE à la Poste dans une conjoncture de ce type ? D'accord. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que la Poste a connu une mutation, et va continuer à connaître d'ailleurs, une mutation extraordinaire qui est liée très largement d'abord à la crise économique, mais encore plus à la mutation de notre société, vers la mutation numérique. Juste 2-3 mots quand même. Le courrier décroît de 6% par an. Probablement que le courrier aura décru entre 2007, qui est notre point de référence, et 2020, divisé par 2. Et face à ça, nous avons à la fois une politique d'adaptation, mais aussi une politique d'innovation, de rénovation. Nous avons complètement modernisé l'outil logistique du courrier et nous réinventons tous les jours le courrier de demain et le colis en s'appuyant beaucoup d'ailleurs sur le e-commerce et la distribution de services au domicile. Nous avons créé et développé une banque qui est devenue une banque de tous les Français, mais aussi une banque du développement des territoires. Nous sommes devenus le 4e opérateur mondial dans le colis express, en étant dans le club très restreint des 4 opérateurs qui transportent chaque année plus d'1 milliard de colis. Et puis tout le monde a pu constater la métamorphose extraordinaire des bureaux de poste et la qualité de service, la disparition de l'attente. Et tout ça, demain, sera encore accéléré, parce que la clé de demain, ça sera la convergence de nos réseaux physiques mobiles, de tous ceux qui vont chez les gens, les facteurs, les gens qui portent les colis, etc., de nos réseaux fixes, de points de relais et de points de présence sur le territoire qui, quand on fait la somme de nos points de présence postaux et des points relais, dépasse 25 000. Et puis de formidables capacités du numérique qui vont permettre de faire converger et mettre en synergie l'ensemble de ces réseaux et d'offrir de nouveaux services. Alors comment on fait ? C'est ça la question. Eh bien, pour répondre à rentrer dans le vif du sujet, je crois que comment on fait ? Je pense que la responsabilité sociale de l'entreprise, elle est au cœur de la capacité à organiser cette transformation. C'est plus qu'une promesse, c'est, je pense, véritablement au cœur, et parce que, en réalité, tout pour conduire une transformation de ce type-là, tout commence par la vision long terme et l'ambition. Parce que pour conduire une transformation, rien n'est possible s'il n'y a pas une vision et une ambition partagée. Absolument rien. Sans la vision partagée, il n'y a pas de sens au travail, il n'y a pas d'alignement des intérêts et des énergies, il n'y a pas de possibilité de conduire une vraie décentralisation. Sinon, la décentralisation se transforme en un mouvement brownien. Et aujourd'hui, quelle peut être cette ambition ? Quelle peut être cette ambition avec une société civile qui est de plus en plus exigeante et parfois critique à juste titre, de plus en plus en position de force avec les réseaux sociaux, avec les ONG, avec d'autres acteurs intermédiaires qui ont tendance à s'affaiblir. Je pense que cette ambition ne peut pas ne pas porter en son cœur celle de la responsabilité sociale, ou encore mieux, comme nous on l'appelle, du développement responsable de l'entreprise. Et juste pour vous donner un exemple, nous venons de finaliser notre projet stratégique pour les années qui viennent. Et évidemment, fidèle à ce que je viens de dire, il commence par un chapitre qui est celui de l'ambition. Et cette ambition, c'est la capacité à écrire en 10 lignes qui on est, où on va et comment on y va. Je vous conseille de faire l'exercice. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Et je vais quand même vous donner en 1 minute ce qu'on a écrit pour la Poste, et qui est donc la ligne pour les années qui viennent. C'est l'ambition du groupe La Poste, entreprise publique de services fondée sur la confiance, chaque mot compte, et d'être un acteur du développement responsable de la société, avec ce qu'on pense être ces 3 composantes, participer à la richesse et à la réussite économique du pays, développer le développement personnel des hommes et des femmes, des postières et des postiers, et la dynamique des territoires et leur cohésion sociale.
Ça, c'est qui on est. Je vous passe où on veut aller parce que c'est plus technique. Mais comment on veut y aller? Elle y parviendra en préservant une bonne santé économique, gage de la bonne qualité de service et de la bonne exécution de ses missions de service public, gage de l'amélioration continue de la satisfaction des clients, gage de la qualité de vie au travail et de sa capacité de croissance externe pour de nouvelles activités. À partir du moment où on l'a mis au centre à ce point-là, je veux dire, tout c'est clair, et évidemment, le plus intéressant, c'est que cette formulation que je viens, elle ne sort pas de la tête d'un jus de crâne de consultant, ni même du comité exécutif. Elle provient d'une large consultation de 150 000 postiers et de 1 000 élus locaux. Ce travail-là, il est en phase avec ce que nous ont dit 150 000 postiers et 1 000 élus locaux. Donc il a une force, une légitimité qui évidemment dépasse les dirigeants de l'entreprise et même leurs actionnaires. Et donc moi je trouve qu'on est vraiment loin de Milton Friedman. Vraiment loin. Je pense que, vraiment, est-ce qu'on peut se désintéresser des employés dont l'engagement et la motivation et la santé sont vraiment décisifs pour la réussite et la pérennité de l'entreprise? Est-ce qu'on peut véritablement, si on est digne de ce nom, ne pas soutenir et respecter le territoire sur lequel on est implanté et qui constitue une ressource dont l'entreprise se nourrit? Est-ce qu'on peut sacrifier le respect des valeurs, dans le cas de la Poste, les missions de service public, les investissements à long terme à un profit immédiat? Peut-on prendre le risque de réputation, de plus en plus fort avec les réseaux sociaux, en n'étant pas exemplaire, et en même temps réaffirmer, et je terminerai là-dessus, et en même temps réaffirmer que la santé économique est vitale, à condition de bien la formuler. Et c'est le deuxième point qui est très important, c'est que nous avons fait l'exercice, au moins pour nous, de reformuler ce que voulait dire la bonne santé économique. Et c'est une solution simple, c'est simplement de dire qu'une entreprise doit faire des résultats suffisants pour qu'elle puisse financer ses investissements courants, payer ses impôts, payer l'intérêt de sa dette, verser des dividendes corrects, sans s'endetter. Et qu'au contraire, si elle fait quelques réserves, ça lui donne des capacités nouvelles pour son développement de demain. Et je termine simplement en disant, est-ce que vraiment Milton Friedman n'a pas ignoré ce qui est peut-être le plus important, c'est qu'en ayant cette politique-là, on crée la confiance. On crée la confiance de tous les partenaires. Merci. Merci, monsieur.